Que se passerait-il si les pièces d'une montre démontée éparpillées sur le sable brûlant d'un désert avaient par nature envie de s'assembler toutes seules? C'est vraiment une question qui défie l'intuition, en fait. Depuis des siècles, cette métaphore de la montre parfaite qu'on trouverait dans le désert, elle sert à justifier l'existence d'un grand concepteur. Ouais, c'est clair. Face à un mécanisme aussi précis, l'esprit humain conclut assez logiquement qu'il y a un horloger derrière tout ça. Absolument. Et puis Charles Darwin, avec sa théorie de l'évolution, est venu nous dire que cet horloger existait bel et bien, mais qu'il était aveugle. C'est la fameuse sélection naturelle, quoi. Un processus qui en gros bricole très lentement, erreur après erreur, mutation après mutation. Et sur des milliards d'années, ça finit par assembler les rouages hyper complexes de la vie. C'est ça. C'est une image ultra puissante et c'est celle qui structure toute notre compréhension actuelle de la biologie. Sauf que, et c'est là que ça devient palpitant, la physique et les mathématiques nous racontent aujourd'hui une toute autre histoire. Une histoire beaucoup plus vertigineuse. Oui, et c'est exactement le changement de paradigme radical qu'on va aborder dans notre exploration d'aujourd'hui. On plonge au cœur d'un ouvrage majeur, The Origins of Order, Self-Organization and Selection in Evolution, du biologiste et chercheur Stuart Kauffman. La mission de cette plongée au cœur de nos sources, elle est monumentale, vraiment. Il s'agit de comprendre d'où vient véritablement cet ordre magnifique, cette structure incroyable qu'on observe partout dans le monde biologique. Parce que l'idée reçue, celle qui est profondément ancrée dans nos manuels scolaires en fait, c'est que la sélection naturelle est la seule et unique créatrice de cet ordre. Sans elle, on a tendance à imaginer que tout retournerait à une espèce de bouillie informe. Ouais, le chaos total, quoi. Exactement. Et c'est là que le travail de Kaufman intervient comme un véritable séisme intellectuel. Il démontre qu'il y a une force gigantesque, invisible et omniprésente, qui est à l'œuvre. L'auto-organisation spontanée, L'auto-organisation spontanée. Rien que le terme en jette. n'est-ce pas? Au fil de notre analyse, on va littéralement tenter de réconcilier la biologie évolutive de Darwin avec la physique statistique. On va voir que l'ordre ne survient pas toujours grâce à la sélection, mais très souvent en dépit d'elle. Bon, décortiquons tout ça. Parce que pour bien saisir cette idée d'auto-organisation, faut d'abord regarder là où la théorie classique, la fameuse synthèse néo-darwinienne, commence un peu à craquer. Tout à fait. Actuellement, en s'appuyant sur Darwin, mais aussi sur les travaux de Mendel et Weismann, on a fini par voir l'organisme vivant comme une machine de Rube Goldberg. Vous savez, ces dessins humoristiques complètement absurdes. Ah oui, je vois très bien. Le truc où une bille roule, fait basculer une tasse de thé. Voilà. Ce qui effraie un chat, qui saute et tire sur une ficelle, ce qui finit par allumer un briquet. C'est une succession de bricolages historiques et d'accidents invraisemblables qui tiennent miraculeusement ensemble juste parce que le système global survit. C'est exactement ça. Et le grand argument classique pour justifier que ce miracle de bricolage puisse vraiment se produire dans la nature, c'est l'immensité du temps. Le temps résout tout. Voilà. Le lauréat du prix Nobel George Wald l'a d'ailleurs résumé de manière assez poétique en 1954 en déclarant, je cite, « Le temps est le héros de l'intrigue ». En gros, le raisonnement postule que si l'on donne 2 milliards d'années à l'univers, l'impossible devient probable. Et le probable devient une certitude absolue. Il suffit de patienter et la loterie des mutations finira par tirer le ticket gagnant. Sauf que le problème, d'après notre source, c'est que les mathématiques refusent obstinément de valider cette intuition. Les chiffres, en fait, démolissent complètement ce mythe. Ah oui? Les chiffres sont si mauvais que ça? Ils sont impitoyables. Le texte cite les travaux du chimiste Robert Shapiro et de l'astrophysicien Fred Hoyle. Prenons une enzyme typique. Disons une chaîne d'environ 200 acides aminés. D'accord ? Ok, je vous suis. La probabilité d'obtenir cette séquence précise par pur hasard, en essayant des combinaisons aléatoires dans une soupe primordiale, elle est estimée à 1 sur 10 puissance 20. Waouh. C'est un 1 suivi de 20 zéros, c'est une chance microscopique. Et c'est que le début de l'impasse, en fait. Parce qu'une bactérie, même la plus simple qu'on puisse imaginer, elle n'a pas besoin d'une seule enzyme, elle a besoin d'un réseau d'environ 2000 enzymes différentes. Ah oui, tout de suite, ça complique les choses. Et toutes ces enzymes doivent fonctionner ensemble, de manière synchronisée, pour maintenir le métabolisme. Et là, la probabilité d'obtenir cet ensemble fonctionnel par pur accident, Shapiro et Hoyle l'estiment à 1 sur 10 puissance 40 000. Attendez, 1 sur 10 puissance 40 000? Mais c'est absurde.
C'est de là que vient cette fameuse analogie vertigineuse dont on parle souvent, non? Le coup de la tornade. Exactement. S'attendre à ce qu'une cellule vivante s'assemble par le simple hasard des mutations, c'est comme s'attendre à ce qu'une tornade balayant une décharge publique parvienne par la simple force des vents à assembler un Boeing 747 en parfait état de vol. C'est fou. L'image est super frappante et elle illustre bien le grand abîme statistique dans lequel on se trouve. Ouais, et Shapiro pousse la démonstration encore plus loin dans le texte. Même si l'on prenait toutes les minutes disponibles depuis la formation de la Terre et qu'on les multipliait par tous les petits espaces d'un micromètre cube présents dans un océan global de 10 km de profondeur, Oula, ça fait beaucoup de zéros ça aussi, hein. on arriverait seulement à 10 puissance 51 essais possibles depuis l'aube des temps. On est infiniment loin du compte pour atteindre les fameux 10 puissance 40 000 nécessaires. Donc le temps de l'univers, contrairement à ce que disait George Wald, ne suffit tout simplement pas. Si ce bricolage aléatoire prendrait plus de temps que l'âge de l'univers, l'évolution peut pas être qu'une simple roulette de casino. Exactement. Les dés doivent être pipés d'une manière ou d'une autre. L'ordre doit forcément être aidé. Et ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont Stuart Kauffman identifie la faille dans le raisonnement de Shapiro et Hoyle. Leur calcul statistique en soi, il est mathématiquement correct, mais il pose la mauvaise question. C'est-à-dire, Leur erreur, c'est de calculer la probabilité de trouver un système métabolique extrêmement spécifique. C'est comme s'ils cherchaient à recréer une bactérie E. coli précise et moderne à partir de zéro en un seul coup. ah, ils cherchent un Boeing 747 spécifique, avec un numéro de série précis, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors que la véritable question scientifique, c'est pas quelle est la probabilité de former cette machine précise, mais plutôt quelle est la probabilité de former n'importe quel système métabolique fonctionnel capable de soutenir la vie parmi une panoplie de possibilités inimaginablement vastes. D'accord, c'est beaucoup plus large du coup. Kauffman démontre que si l'on considère un mélange de polymères complexes, l'apparition d'un réseau métabolique interconnecté, c'est pas une anomalie rarissime, c'est une propriété émergente très attendue de la chimie complexe. Donc la chimie fait le travail d'organisation à notre place. Exactement. En plus, les réactions chimiques sont pas de pur tirage au sort. Les molécules ont des affinités naturelles, elles s'attirent et s'emboîtent selon les lois de la thermodynamique. La vie n'a pas gagné à une loterie impossible. Les règles physiques même de cette loterie faisaient de l'apparition d'un réseau fonctionnel une quasi-inévitabilité. Bon. Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Si la structure de la vie ne vient pas uniquement d'un hasard aveugle trié par le temps, d'où provient cet ordre profond? Pour trouver la réponse, notre source nous propose un détour assez surprenant par l'histoire des sciences. Un bond en arrière, avant même l'époque de Darwin, vers un groupe de scientifiques et de philosophes qu'on appelait les morphologistes rationnels. Les morphologistes rationnels. Ça sonne très solennel. Ouais, c'est un retour aux sources vraiment passionnant. On parle ici de figures historiques majeures, comme Georges Cuvier, Goethe ou même le philosophe Emmanuel Kant. Ces penseurs regardaient la nature, les plantes, les animaux, et ils y cherchaient des lois de la forme. Des lois de la forme? Oui, ils partaient d'un principe très simple. De la même manière qu'il n'existe que 16 structures mathématiques possibles pour la formation des cristaux dans la nature, ils pensaient que la biologie, elle aussi, devait obéir à des lois de symétrie et de structure ahistorique, des règles universelles de la matière en somme. Ah, je vois. Mais la révolution de Darwin a complètement balayé cette vision des choses, non? L'évolution a introduit ce qu'on appelle la pensée populationnelle. On s'est mis à penser qu'il n'y avait pas de formes idéales ou de contraintes mathématiques rigides, mais seulement des organismes modelés, peu à peu, par l'adaptation à leur environnement. C'est ça, l'idée même de loi de la forme est devenue une sorte de relique du passé. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que des chercheurs comme Kauffman la remettent au centre du jeu. Et ce, en s'appuyant sur des mathématiques modernes et des observations biologiques irréfutables. Le livre cite d'ailleurs un exemple classique, mais toujours aussi saisissant, la phyllotaxie. Oh, la phyllotaxie, c'est cette fameuse histoire avec la disposition des feuilles et des graines, c'est ça? Tout à fait. Si l'on observe attentivement la disposition des écailles sur une pomme de pin ou bien la spirale des graines au cœur d'un tournesol, on remarque qu'elles forment des doubles spirales. Et le truc fou, c'est que si l'on compte le nombre de ces spirales dans chaque direction, on tombe systématiquement sur des nombres adjacents de la célèbre suite mathématique de Fibonacci. Ah oui, le fameux 8, 13, 21, 34, 55 et ainsi de suite. Exactement. Alors,
La théorie de l'évolution classique dirait que la sélection naturelle a, disons, tâté terrain, bricolé avec différentes formes pendant des millions d'années et fini par choisir la suite de Fibonacci parce que c'était l'arrangement le plus efficace pour la survie de la plante. La sélection aurait sculpté le tournesol parfait, en quelque sorte. Voilà. Mais la physique suggère pourtant une réalité bien différente. Ce n'est pas la sélection naturelle qui a mystérieusement trouvé les mathématiques de Fibonacci à force d'essais et d'erreurs. Cette disposition, c'est en fait une conséquence mécanique inévitable liée au compactage optimal de petits éléments sphériques sur une surface en croissance. Donc, le système végétal s'auto-organise tout simplement par les lois de la physique et de la géométrie. C'est ça. La sélection naturelle n'a pas inventé cette spirale, elle n'a fait que s'en accommoder. L'ordre est gratuit en fin de compte. C'est un peu comme jeter un seau d'eau sur un seul gelé en plein hiver. L'eau va geler et former des cristaux de glace, des flocons de neige, avec une magnifique symétrie hexagonale à 6 branches. Oui, très bonne image. Et personne, je veux dire, aucune force de sélection n'a pris le temps de tester des flocons à 5, 7 ou 9 branches en compétition, pour finalement sélectionner le flocon à 6 branches parce qu'il survivait mieux au froid. Non, la forme hexagonale, c'est une propriété inhérente des molécules d'eau. La structure se déploie spontanément. C'est une excellente métaphore. Et le texte de Hoffman va beaucoup plus loin que la simple géométrie des plantes. Il touche au cœur même de la biologie cellulaire. L'un des exemples les plus frappants abordés dans notre source concerne le nombre de types cellulaires au sein d'un organisme. Ah oui, ce passage-là est incroyable. On découvre que la levure, qui est un organisme très simple, possède 3 types de cellules différents. L'hydre d'eau douce en a environ 15. Les vers annélides en possèdent une soixantaine. Et un être humain, avec toute sa complexité, est constitué d'environ 250 types de cellules distinctes. Des neurones, des cellules musculaires, des globules rouges, etc. Et là où la magie opère vraiment, c'est quand on trace toutes ces données sur un graphique. Oui, si l'on met en relation ce nombre de types cellulaires avec le nombre total de gènes que possède l'organisme, une loi mathématique universelle apparaît. On découvre que pour presque toutes les espèces, le nombre de types cellulaires correspond approximativement à la racine carrée du nombre total de gènes. C'est stupéfiant. Que l'on regarde une simple levure ou un être humain, des créatures dont les lignées évolutives se sont séparées il y a des centaines de millions d'années, cette règle mathématique tient bon. Et c'est bien la preuve qu'il ne s'agit pas d'un miracle de la sélection naturelle. La sélection n'a pas indépendamment choisi d'appliquer une racine carrée à la levure, puis plus tard aux vers, puis aux humains. Cette corrélation, c'est une propriété générique inévitable de la façon dont un vaste réseau génétique s'organise et se stabilise. Et c'est là que le livre fait appel à un concept de physique qui peut sembler un peu intimidant de prime abord. L'idée des ensembles est le fameux démon de Maxwell. Comment cette physique statistique explique-t-elle que la biologie garde cette forme malgré les mutations constantes? Alors pour faire très simple, imaginons la sélection naturelle comme un petit lutin, le fameux démon de Maxwell, posté devant une porte microscopique entre deux boîtes remplies de gaz. Le travail de ce lutin, c'est de trier les molécules rapides d'un côté et les lentes de l'autre. Le but étant de créer un système ordonné, bien structuré. Ok, je vois le petit lutin au travail. Le problème, c'est que les mutations génétiques aléatoires agissent comme une agitation thermique constante. C'est une tempête qui bouscule tout en permanence. Si notre petit lutin est trop lent ou trop faible face à cette tempête de mutations, le système retourne inexorablement à son état de désordre statistique naturel. L'énergie se dissipe. Le chaos reprend le dessus, quoi. Voilà. Or, ce que Kaufman nous dit, c'est que la sélection est très souvent ce petit lutin un peu débordé. L'ordre monumental que l'on observe, les réseaux de gènes, la fameuse racine carrée des cellules, cet ordre perdure non pas grâce aux efforts désespérés du lutin, mais parce que le réseau lui-même possède des points d'équilibre robustes. L'ordre est une propriété inévitable de l'ensemble du système. Soit, admettons. Mais alors une très grande question se pose. Si l'évolution est cette espèce de lutte cosmique entre la sélection naturelle, qui tente d'optimiser laborieusement l'organisme, et un ordre spontané, qui impose ses propres lois rigides de l'intérieur, qui gagne le bras de fer? C'est la question à 1 million. Et surtout, comment est-ce qu'on peut seulement mesurer une telle dynamique mathématiquement? Eh bien, c'est le défi intellectuel que notre source se relève brillamment. Pour mesurer et cartographier ce processus, les biologistes utilisent un outil théorique redoutable, le paysage adaptatif.
Mais pour bien comprendre ce paysage, il faut d'abord introduire un concept posé par le grand biologiste de l'évolution, John Maynard Smith, l'espace des séquences. Un espace de séquences. De quoi s'agit-il exactement? Alors, imaginons une protéine. C'est une longue chaîne constituée d'une suite d'acides aminés. Puisqu'il existe 20 acides aminés différents dans la nature, chaque position sur la chaîne peut être occupée par 20 lettres chimiques différentes, en gros. Si l'on change une seule de ces lettres, on obtient une protéine voisine, légèrement différente, à une seule petite mutation de distance. D'accord. Maynard Smith a conceptualisé l'ensemble de toutes ces combinaisons possibles comme un immense espace mathématique multidimensionnel. Attendez. Si on a 20 acides aminés possibles, à chaque point d'une chaîne qui peut en compter des centaines, ça fait un espace à une infinité de dimensions, non? J'ai un peu de mal à visualiser ça dans ma tête. Ah, mais c'est tout à fait normal. L'esprit humain n'est pas du tout conçu pour visualiser au-delà de 3 dimensions. Et c'est pour cela que le généticien Sewall Wright a eu l'idée de génie de compresser cette réalité mathématique effroyable dans une métaphore beaucoup plus accessible pour nous, la carte topographique. Une carte comme pour faire de la randonnée. Exactement. Wright a proposé de visualiser cet espace complexe comme un grand paysage naturel, avec des plaines, des vallées profondes, de douces collines et des pics montagneux vertigineux. Et la hauteur sur cette carte, l'altitude, qu'est-ce qu'elle représente au juste? L'altitude représente ce que les biologistes appellent la fitness, c'est-à-dire la capacité d'adaptation, de survie et de reproduction de l'organisme. Plus on est haut sur une colline, mieux l'organisme est adapté à son environnement. Ok, donc le but c'est de grimper. C'est ça. L'évolution, vue sous ce prisme, n'est rien d'autre qu'une population d'organismes en train d'effectuer une longue marche aveugle sur ce paysage vallonné, puisque la sélection naturelle favorise systématiquement les mutations qui améliorent la survie. Cette marche ne tolère que les pas qui montent. C'est une ascension perpétuelle, un alpinisme aveugle qui ne s'arrête que lorsqu'on atteint un sommet, un pic d'adaptation. Exactement. Et c'est là que Stuart Kauffman frappe un grand coup avec son propre modèle mathématique qui est vraiment le cœur de son argumentation. C'est le fameux modèle NK. Le modèle NK. Alors, N, c'est la simplicité même, d'après le texte. C'est le nombre de parties dans le système. Par exemple, le nombre total de gènes d'un organisme. Oui. Mais la véritable clé de voûte de ce modèle, c'est la lettre K. Ah, ça oui. Tout le mystère de la complexité réside dans ce fameux K. Cette variable représente la richesse des interactions épistatiques. Oula, attendez. Interaction épistatique, c'est un terme un peu technique, ça. On veut simplement dire par là que les gènes se parlent entre eux et s'influencent mutuellement. Précisément, oui. C'est la mesure de l'interdépendance. K indique combien d'autres gènes vont affecter la fonction ou l'efficacité d'un gène donné. Pour comprendre la puissance de ce modèle, il faut regarder les cas extrêmes. Commençons par imaginer un organisme hypothétique où K serait égal à 0. Zéro interaction, donc chaque gène fait son travail dans son coin, de manière purement isolée, sans jamais interférer avec les affaires de son voisin. C'est ça, c'est le modèle purement additif. Et sur notre fameuse carte topographique, les mathématiques montrent que cela crée ce que Kauffman appelle un paysage mont Fuji. Le mont Fuji. Oui, un paysage parfaitement lisse, sans aucune anfractuosité. L'altitude augmente de manière totalement régulière et prévisible vers un seul et unique sommet gigantesque. Peu importe de quel endroit de la vallée on commence à marcher, chaque mutation bénéfique nous rapproche infailliblement de ce sommet absolu. C'est la montée parfaite. Et la marche est hyper rapide. La théorie prédit qu'il faut en moyenne seulement la moitié du nombre de gènes, n divisé par 2, en mutation pour atteindre la perfection évolutive absolue. C'est le rêve pour la sélection naturelle, ça. Un système parfaitement docile et malléable. C'est un peu comme, disons, s'installer dans une nouvelle voiture pour la première fois. Ah, l'analogie de la voiture, j'aime bien. Bah oui, si K est égal à 0, rien n'interagit. Je peux régler mon rétroviseur gauche, puis ajuster le rétroviseur central, ensuite reculer mon siège et enfin incliner mon volant. Chaque réglage est totalement indépendant des autres. Le fait de bouger mon siège ne dérègle absolument pas mon rétroviseur. Je peux trouver la position de conduite parfaite, le sommet de mon mont Fuji, en quelques secondes de manière purement additive. L'analogie est parfaite pour bien comprendre le cas K égale 0. Sauf que la véritable biologie ne fonctionne pas du tout comme ça. Malheureusement. Un organisme vivant, de la moindre petite bactérie au plus grand des mammifères, c'est une immense toile d'araignée de contraintes enchevêtrées. L'évolution d'un trait anatomique
force toujours la modification d'un autre. Bah bien sûr. Si l'évolution décide par exemple d'allonger le cou d'une girafe pour atteindre des feuilles plus hautes, elle ne peut pas s'arrêter là. Il faut modifier la puissance du cœur pour pomper le sang 2 mètres plus haut contre la gravité. Exactement. Et il faut modifier tout le système de valves artérielles dans la nuque pour éviter que la tête de l'animal n'explose littéralement sous la pression sanguine quand elle se penche pour boire de l'eau. Tout est irrémédiablement lié dans un corps humain. Et ces liaisons, c'est précisément ce que mesure notre variable K. Dès que les gènes commencent à interagir en réseau, dès que K augmente, on introduit inévitablement des contraintes conflictuelles. L'avantage évolutif pour un trait donné devient soudain un gros désavantage pour un autre trait qui lui est lié. Ça se complique. Énormément. Sous le poids de ces compromis forcés, notre beau mont Fuji bien lisse commence à se déformer, à se froisser, à se fracturer de partout. Et la question vertigineuse posée par le modèle NK, c'est de savoir ce qui se passe quand on pousse cette interdépendance à son extrême absolu. Le chaos absolu. Que se passe-t-il dans le scénario où K est égal à N-1 ? Ça, c'est le scénario du chaos total. C'est comme si, pour reprendre ma voiture, le fait de toucher au rétroviseur modifiait soudainement la pression des pneus, changeait la station de radio et ouvrait le coffre arrière en même temps. Chaque élément du système est couplé à la totalité des autres éléments. C'est le cauchemar absolu de la complexité. En physique de la matière condensée, ce paysage mathématique extrême correspond à un phénomène bien connu qu'on appelle les vers de spin. Les vers de spin. Il faut vraiment nous expliquer ce que c'est parce que le nom est super intriguant, mais un peu obscur pour les profanes. Ouais, alors, imaginons des milliers de petits aimants microscopiques entassés dans un matériau. Normalement, des aimants aiment s'aligner tranquillement les uns par rapport aux autres. Pôle Nord contre pôle Sud. Tout va bien. Jusque-là, je suis. Mais dans un ver de spin, la structure même du matériau force des contraintes qui s'opposent. Si un aimant se tourne vers le nord pour satisfaire la force magnétique de son voisin de gauche, ce faisant, il frustre violemment son voisin de droite qui aurait eu besoin qu'il pointe vers le sud. Aïe! Il peut pas plaire à tout le monde. C'est ça, c'est une situation de frustration mathématique totale où il est strictement impossible de satisfaire tout le monde en même temps. Et voici où cela devient vraiment intéressant, je trouve. Quand on applique cette frustration absolue au paysage adaptatif de l'évolution biologique, les statistiques décrites dans notre source donnent carrément le vertige. Oui, les chiffres explosent. Premièrement, le grand mont Fuji unique disparaît complètement. Il est remplacé par une mer chaotique de minuscules collines rabougreuses qu'on appelle des optima locaux, et le nombre de ces petits sommets explose de manière exponentielle. C'est ça. Et deuxièmement, les marches adaptatives, c'est-à-dire le nombre de pas qu'une espèce peut faire avant de se retrouver totalement bloquée au sommet d'une de ces petites collines, deviennent incroyablement courtes. Ce n'est plus notre fameux n divisé par 2. Ah non, on reste très très vite coincé dans un cul-de-sac évolutif. C'est terrifiant pour l'adaptation quand on y pense. Prenez un système de 256 gènes dans ce paysage ultra complexe, un chiffre mentionné par Kaufman lui-même, il génère environ 10 puissance 80 petites collines d'adaptation possibles. Sauf que, si notre population commence sa marche évolutive tout en bas de la vallée, elle est physiquement incapable d'atteindre la plupart d'entre elles. Exactement. Elle ne peut accéder qu'en environ 10 puissance 14 sommets. Comme le résume si cruellement le texte, dans un tel labyrinthe de contraintes inutiles, on ne peut pas y aller d'ici. L'écrasante majorité des solutions de survie possibles est complètement verrouillée et inaccessible. C'est terrible. Et c'est ce qui nous amène à la révélation majeure du livre, ce que l'auteur nomme très solennellement la catastrophe de la complexité. La catastrophe de la complexité. Ça fait froid dans le dos. Ouais. L'idée, c'est que plus on augmente la complexité globale d'un organisme, c'est-à-dire le nombre de ses gènes, N, et surtout l'enchevêtrement de leurs interactions, K, plus les contraintes conflictuelles se multiplient de manière insoluble. Le ver de spin biologique. Voilà. Et le résultat mathématique implacable de cette frustration généralisée, c'est que les pics d'adaptation s'effondrent vers le niveau de la mer, vers la moyenne. Donc la sélection naturelle se retrouve totalement paralysée, elle est incapable de trouver les vrais sommets et reste piégée bêtement sur de misérables petits monticules médiocres. C'est la définition même de la catastrophe. C'est un paradoxe absolument monumental par rapport à tout ce qu'on pense savoir en fait. L'intuition nous souffle généralement que plus un système biologique est complexe, plus il est abouti, sophistiqué et donc performant face à son environnement. Eh bien non. Les mathématiques prouvent froidement l'inverse. Trop de complexité paralyse littéralement la capacité d'un système à s'adapter. C'est fascinant. Et ce constat soulève immédiatement une question cruciale.
Si trop de simplicité, notre fameux k égale 0, donne un système lisse, malléable, mais beaucoup trop rigide structurellement, et si trop de complexité, le chaos de k égale n-1, génère une catastrophe où l'évolution s'enlise dans des compromis médiocres, bah, comment la vie fait-elle pour exister? Bonne question. Comment elle fait pour prospérer et innover en permanence depuis des milliards d'années? La conclusion magistrale de toute cette dynamique, c'est que la vie ne se trouve ni dans un extrême, ni dans l'autre. Pour survivre, les systèmes complexes évoluent vers une zone de transition très très fine, une petite bande de fréquences étroite. C'est ce que l'on appelle la frontière du chaos. La frontière du chaos. L'expression est poétique, mais à quoi ça ressemble physiquement parlant? On peut penser aux différents états de la matière, comme l'eau. Le système trop simple et sans interaction, le K égale 0, c'est la glace. L'ordre y est total, rigide, gelé. Rien ne peut s'y adapter, l'information y est figée. Ok, la glace. À l'autre extrême, le système hyper complexe, le K égale n-1, c'est de la vapeur d'eau bouillonnante. C'est le chaos total, il y a de l'agitation de partout, du mouvement, mais c'est incapable de conserver la moindre mémoire ou la moindre structure durable. La vapeur, c'est insaisissable. Mouver et grimper de nouvelles collines lorsque son environnement change brutalement. Ah, c'est brillant. Donc l'évolution ne se contente pas seulement de sélectionner des organismes pour qu'ils soient adaptés à un paysage figé à un instant T. L'évolution, en fait, c'est un méta-processus. Elle sélectionne la capacité même d'évoluer. Absolument. Elle favorise les systèmes biologiques qui parviennent à trouver cet équilibre ultra subtil, cette frontière où ils ne sont ni trop figés par l'ordre absolu, ni désintégrés par l'excès de complexité. C'est vraiment le grand enseignement de Kaufmann. Les organismes vivants, qui sont façonnés à la fois par les lois implacables de l'auto-organisation physique qu'on a parlé, et par le filtre de la sélection naturelle, naviguent en permanence sur ce fil du rasoir. Eh bien, je crois qu'il est temps de prendre un peu de hauteur et de synthétiser le chemin parcouru lors de cette exploration vertigineuse. L'idée maîtresse, vraiment le joyau qu'il faut retenir de cette analyse de The Origins of Order, c'est que l'évolution de la vie sur Terre ne se résume pas à une interminable série d'accidents de parcours miraculeux qui seraient laborieusement triés par le tamis d'une sélection naturelle toute puissante. Non, la sélection naturelle n'est pas toute puissante. La sélection n'a jamais eu de page blanche devant elle. Elle travaille sur une matière physique et chimique, qui possède déjà en elle-même des lois d'assemblage, un ordre robuste et mathématique. Des propriétés biologiques fondamentales, qu'il s'agisse de la disposition géométrique des graines d'un tournesol ou de cette fascinante racine carrée qui détermine le nombre de types cellulaires d'un être humain, elles ne sont pas là grâce au bricolage de la sélection, elles se manifestent très souvent en dépit de celle-ci. C'est ça, elles sont les propriétés émergentes, inévitables de la matière, lorsqu'elle atteint un certain degré de complexité. C'est un changement de perspective qui redéfinit complètement notre place dans le cosmos, en fin de compte. Absolument. La vie ne doit plus du tout être vue comme une anomalie improbable, un accident statistique rarissime qui attendrait gentiment que le temps infini lance les bondés. Au contraire, le métabolisme, l'ordre biologique et l'émergence de réseaux interconnectés, ce sont des phénomènes totalement attendus de l'univers dès que la chimie s'anime. C'est puissant. C'est un message d'une grande puissance, oui. Notre univers n'est pas hostile ou indifférent à la structure. Il est, par ses lois mathématiques profondes, naturellement enclin à générer de la vie et de l'ordre. C'est vraiment un changement de paradigme. Nous avions commencé en évoquant ces fameuses pièces d'une montre mystérieuse éparpillées dans le sable du désert. Et nous avions osé demander si la physique pouvait d'elle-même les pousser à s'assembler seules. Et on a la réponse. La réponse de la physique statistique et de la biologie de la complexité est retentissante. Oui, l'ordre jaillit spontanément du fond du creuset. Et cette réalisation, elle laisse l'esprit vagabonder bien au-delà des molécules et de l'ADN, finalement. Oh que oui. Car si les réseaux complexes s'auto-organisent naturellement selon ces lois, et s'ils font inexorablement face à cette effroyable catastrophe de la complexité dès que leurs composantes deviennent trop massivement interconnectées, on ne peut s'empêcher de penser à nos propres créations humaines. Les systèmes qu'on crée nous-mêmes. Voilà, il suffit de regarder nos gigantesques réseaux économiques mondialisés où la moindre petite perturbation locale paralyse des chaînes d'approvisionnement à l'échelle planétaire. Ou encore d'observer l'explosion récente des réseaux de neurones de l'intelligence artificielle générative qui sont dotés de milliards de paramètres interagissant dans des espaces multidimensionnels
hyper obscures. C'est très juste. Le fameux Ka est très élevé là-dedans. Exactement. Ces créations humaines pharaoniques ne sont-elles pas, en ce moment précis, en train de grimper sur un paysage adaptatif incroyablement rugueux, menacées par la multiplication de leurs propres contraintes internes? Est-ce qu'elles risquent pas de se figer dans une paralysie sous-optimale sous le poids de la catastrophe de la complexité? Saurons-nous, en tant qu'architectes de ces systèmes, les maintenir à la délicate frontière du chaos, là où l'innovation est encore possible, ou bien l'excès d'interconnexion signera-t-il inévitablement leur stagnation? C'est une sacrée question. Voilà une piste de réflexion aussi fascinante que vertigineuse pour clore notre analyse du jour.